Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à la une de l'actualité. L'ambiance hier soir dans les bars et la fanzone de La Roche-sur-Yon dans le quartier des Halles. Pour l'entrée en liste de l'équipe de France contre l'Allemagne dans cet Euro, les Bleus se sont imposés 1-0 après une prestation solide et un but contre son camp du défenseur allemand Mats Hummels. Et pour l'occasion, de nombreux fans étaient venus profiter du soleil et des terrasses pour supporter l'équipe de France. Sincèrement, ça fait du bien, on se sent respirer, etc. En plus, il fait beau, il y a du soleil. C'est ce qu'on disait pendant le but, de recrier de joie, sauter tous ensemble, ça fait plaisir. Trouver tous les supporters, aussi l'ambiance des matchs, surtout de l'Euro. Et ça fait vraiment très très chaud au cœur de retrouver ça, l'ambiance, voilà, avec les amis. Donc c'est super cool. Franchement, ça fait du bien. Parce que ça faisait des mois qu'on était vraiment à la maison, entre nous, mais on sortait pas, on voyait pas de gens. Pouvoir vivre ça en groupe, ça fait du bien. Et de voir la France gagner, pour l'instant, c'est impeccable. Des propos recueillis par Marie-Aimée Coppleutre. Et vous l'avez vu sur ces images, ce genre de rassemblement est désormais possible avec la levée progressive des restrictions sanitaires. Une semaine après le début de la troisième phase du déconfinement, les restaurants peuvent donc accueillir de nouveau des clients en intérieur. Et si vous avez mangé en salle ces derniers jours, vous avez justement pu vous rendre compte du retour du cahier de rappel ou du QR code. Un protocole sanitaire qui demande une organisation supplémentaire pour les restaurateurs, mais obligatoire pour faciliter le contact tracing de l'assurance maladie. Reportage signé Alexia Janet. Pour une personne ? Oui, je vous laisse indiquer vos coordonnées et je vous laisserai vous installer. Dès que vous entrez dans un restaurant, vous le trouvez systématiquement. Le cahier de rappel fait son grand retour à l'intérieur des établissements. Chaque client qui rentre, qui consomme à l'intérieur, qu'à l'intérieur, doit inscrire son nom sur un cahier de rappel ou flasher le QR code qui est sur les portes d'entrée ou à côté de la caisse. Le QR code, le voici. Il suffit de le scanner via l'application Tous Anti-Covid. Ainsi, en cas de présence du virus, les cas contacts peuvent facilement être tracés par l'ARS ou encore la CPAM. Ce dispositif de cahier de rappel peut parfois être une contrainte pour les restaurateurs qui doivent prendre le temps d'informer leurs clients à l'entrée de l'établissement. Nous, en tant que restaurateurs, oui, nous sommes obligés de mettre en place le QR code, mais aussi le cahier de rappel pour ceux qui n'ont pas Internet. On n'a pas le choix, nous, en tant que restaurateurs. Voilà, c'est ce qu'il faut que ça soit clair, c'est qu'en tant que restaurateur, on a des lois à respecter, on les respecte. C'est comme tout, hein, on ne les respecte pas, on risque des amendes derrière. Et c'est vrai qu'une fermeture de restaurant, une fermeture administrative, suite à un non-respect de protocole, ça serait quand même dommage au bout de 7 mois déjà de fermeture. Le client, lui, a le choix entre inscrire son nom sur le carnet ou scanner le QR code. Mais à partir du moment où il souhaite manger en intérieur, il est obligé de s'enregistrer. Nous avons le choix également entre le QR code afin de pouvoir entrer au sein du restaurant. Sans ça, nous vous inviterions à déjeuner à l'extérieur. Si on trouve vraiment un client récalcitrant, on va lui proposer par exemple une place en terrasse. Mais sinon ça se passe bien, en général il n'y a pas de souci, les gens sont contents de retrouver leur restaurant, leur bistrot, leur hôtel, donc ça fait plaisir. Les données récoltées sur le carnet, comme l'application, sont conservées pendant 14 jours avant d'être détruites. Si la situation évolue favorablement, à partir du 30 juin, toutes les restrictions mises en place dans ces établissements ne seront bientôt plus que d'histoire ancienne. Au chapitre politique, J-4 avant les élections départementales et régionales, et focus aujourd'hui justement sur ces régionales jusqu'à vendredi tous les midis. Samuel Grasset nous rejoint sur ce plateau. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors hier nous avons parlé des règles du scrutin pour les élections départementales, même chose aujourd'hui, mais pour les régionales. Alors le Conseil régional des Pays de la Loire regroupe 93 élus qui exercent un mandat de 6 ans. Chacun des 5 départements des Pays de la Loire ne dispose pas du même nombre de sièges au sein de l'Assemblée régionale. Cela dépend du nombre d'électeurs et de leur choix de vote dans chaque département. La Vendée peut se voir attribuer jusqu'à 19 élus, la Loire-Atlantique, elle, 35, 22 élus au maximum pour le Maine-et-Loire, 17 pour la Sarthe et 10 pour la Mayenne. La région, on le rappelle, avait changé de couleur politique il y a 6 ans après 11 années à gauche. De 2015 à aujourd'hui, le Conseil régional des Pays de la Loire a été dirigé par une majorité de droite et du centre. Alors, comment les conseillers régionaux sont-ils élus ? Alors, pour les élections régionales, c'est un scrutin de liste. Vous aurez donc à votre disposition dans les bureaux de vote dimanche plusieurs listes composées d'une série de noms que vous ne pouvez pas modifier. Pour être élu dès le premier tour, une liste doit obtenir plus de 50% des suffrages. Si ce n'est pas le cas, il y a un second tour auquel peuvent participer les listes qui ont obtenu
au moins 10% des voix. Les listes qui ont obtenu entre 5 et 10% des suffrages, elles peuvent trouver un accord et fusionner avec une liste qui a obtenu plus de 10%. À l'issue du second tour, c'est la liste qui a obtenu le plus de voix qui remporte l'élection. Elle obtient alors automatiquement 25% des sièges. C'est ce qu'on appelle la prime majoritaire. Dans les Pays de la Loire, la liste gagnante obtient donc d'emblée 23 sièges. Et puis les 70 sièges restants sont ensuite répartis entre toutes les listes qui ont obtenu plus de 5% des voix. Cette répartition, elle se fait en fonction des résultats à l'échelle régionale, mais dans chaque département, les scores obtenus par chacune des listes sont aussi pris en compte pour déterminer quels élus siégeront. Et justement, pour ces élections, quelles sont les forces en présence? Alors, pour ce premier tour, 8 listes se présentent dans les Pays de la Loire. Voici les têtes de liste dans l'ordre du tirage au sort effectué par la préfecture. Mathieu Orphelin, député du Maine-et-Loire, soutenu par Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise. Eddy Lebelair pour Lutte ouvrière. Linda Rigaudot pour Un autre monde, Pays de la Loire, liste présentée comme citoyenne. Le député et ancien ministre François de Rugy pour la majorité présidentielle. Christelle Morancet, la présidente sortante, à la tête d'une liste d'Union de la droite et du centre. Cécile Belle de GC pour Debout la France, le député de la Mayenne Guillaume Garot soutenu par le PS et le PCF, et puis enfin Hervé Juvin pour la liste du Rassemblement national. Le scrutin s'annonce indécis cette année, en cause une participation des électeurs qui est incertaine, et puis des fusions de listes qui pourraient intervenir dimanche soir à l'issue du premier tour et qui pourraient rebattre les cartes pour le second tour. Merci Samuel pour toutes ces précisions, et je rappelle que vous pourrez suivre ce soir à 19h sur TV Vendée le débat du premier tour entre les différents candidats à ces élections régionales, débat qui sera rediffusé dans la soirée et disponible en replay sur notre site internet. On termine ce journal avec un mot de voile. En septembre 2023, le départ de la première édition de l'Ocean Globe Race sera donné. Il s'agit d'un tour du monde à l'ancienne, en équipage et avec escale. Une course pour laquelle l'esprit d'équipe, un équipage vendéen, se prépare actuellement. Leur bateau vient d'être convoyé au Sables d'Olonne. À court terme, il va partir en chantier début juillet jusqu'à peu près septembre-octobre. Et puis après, on a normalement une course de programmée, une transatlantique, janvier 2022. Donc on se prépare pour cette course, une course d'entraînement. Et puis après, on affinera le programme jusqu'en septembre 2023, qui sera le départ de la course. Il y a donc Lionel, le skipper, qui lui navigue depuis pas mal d'années déjà. Et après, il n'y a aucun professionnel, donc on a tous des activités à côté. Donc on essaye de faire en fonction des activités professionnelles de chacun. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous à 18h pour un nouveau journal.